voilà, oui, Lisa, de plein pot. Merci pour vos petits messages qui sont passés sous les vidéos slash audio. Je sais qu'il y en aura d'autres, hein, vous vous doutez bien. Donc, mais j'ai grandement apprécié le fait que mes fidèles abonnés aient mis des petits mots. Même celles qui ne commentaient jamais ont mis des petits mots. Donc merci beaucoup. On va faire une FAQ. Alors c'est des questions qui m'avaient été posées entre fin février et début mars. Inutile de vous dire que je les avais écrites sur une feuille et que depuis je les ai largement oubliées. Hein, voilà. Puisque les merdes s'accumulent toujours. Voilà, nous sommes dans une bonne dynamique, hein. Voilà, on va faire ce qu'on peut. Donc on va faire la FAQ tout de suite, histoire de qu'elle soit pas trop longue. Alors si quand même, vu le nombre de questions, prenez un café, un chocolat, un thé, des petits gâteaux, et éventuellement de la patience, hein, parce que voilà, ça pédale un peu dans la choucroute là-haut, donc ça va être un peu compliqué. Allez, on y va. On est parti, on se motive, on a le café. Ça va être, je sens que ça va être long. Donc, j'ai rassemblé par questions. Il y avait une question qui était, on va dire, presque semblable. Donc, j'ai mis les deux personnes qui m'ont posé la question. Il y en a qui se sont lâchés. Vous allez voir. Ah oui, je dis FAQ. Je vois arriver des questions de partout. Voilà. Donc, première lot de questions. 4 questions de la part de Clotilde. Moi, j'aurais dû lire les questions. J'aurais dû relire les questions, ça c'est sûr. Ah bah oui, surtout pour la première. Et pour la deuxième. Non mais la prochaine fois, dites-moi, alors rappelez-moi-le, quand je fais une FAQ, rappelez-moi n'importe tout, sur n'importe quel support, vous me dites, Lisa, tu relis les questions s'il te plaît avant, parce que sinon tu nous fais 4 heures et c'est pas possible. C'est terrible. Première question de Clotilde, donc que je remercie, et notamment de ces petits messages sur Messenger en privé, lors de certains événements. La première question, c'est quels sont tes 3 personnages masculins préférés dans tes romans? Je précise dans mes romans. Et pourquoi? Voilà, typiquement le genre de question que j'aurais dû relire. Alors, sachant que Jan von Radowitz de la chute de Yann est hors compétition, on va bien s'entendre sur le sujet. Qui sont mes 3 personnages masculins préférés dans mes romans? Ne touche pas à cette dent, Lisa. Oui, j'ai aussi cassé ma dent. Oui, quand on fait des conneries, on fait des conneries. Dimitri, de Liverpool Connection. Oui. Assim, de retour en URSS. Et j'hésite pour le 3e. Non, alors, je vais vous teaser, hein, vous savez bien. Un des personnages dans le roman de 2028. Ça, c'est du teasing. Hein. Dans 4 ans, vous saurez qui c'est. Alors, des 3, je dois avouer que c'est peut-être celui... ceux qui connaissent Dimitri et Assim, on va dire que c'est aux antipodes des deux. Ceci étant... peut-être pas une bonne explication, mais... on va essayer. Deuxième question. Quels sont les 3 personnages... Ah, mais elle le fait exprès, j'aurais vraiment dû relire la question, on est bien d'accord. Quels sont les 3 personnages masculins de tes romans publiés, ok. Je peux plus dire 28. Publiés, dont tu pourrais tomber... Ah oui, d'accord, oh merde. Dont tu pourrais tomber amoureuse in real life, dans la vraie vie. De qui je pourrais tomber amoureuse? Alors, dans l'ordre croissant, donc numéro 3... Andrew, de Nobles Semaines en Famille, et du prochain. Je tease aussi pour celui de 27, de 2025. Queen, de The Irish Cottage, et pour cause, ceux qui me connaissent intimement comprendront. Et le premier, ça serait Pierre de la Géard. J'ai hésité avec Cassian, avec son frère. Alors je peux pas dire la fratrie, hein, parce que sinon ça va faire un peu ouh. Mais quoique, on s'en fout. Ouais, Pierre de la Géard, du Secret de Cassian. Typiquement le mec qui m'aurait fait craquer. 3.
Ah, ben on parlait des Irish Cottage, là voilà. J'ai adoré The Irish Cottage. Ah, visiblement, elle fait que sur mes romans, hein, voilà. The Irish Cottage, peux-tu nous parler de cette scène... Merde. De cette scène d'ouverture dans le ferry? Est-ce du vécu? Oui. C'est donc le ferry qui fait Liverpool-Belfast, qui met à peu près 8 heures, à peu près. Je crois qu'il met maintenant, il met pile 8 heures. Euh, du vécu, oui, voilà, on va peut-être pas en dire plus. Alors, en fait, je voulais une scène qui illustre à la fois euh, le voyage, enfin, qui soit comme, oui, du tourisme, qui soit à la fois ressenti comme un retour sur l'endroit, et qui ait une certaine nostalgie mais négative, c'est-à-dire quelqu'un qui est nostalgique de l'endroit, mais qui n'a pas du tout envie d'y retourner. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien réussi la scène d'ouverture, bon visiblement, oui. Enfin en tous les cas. Donc ouais, je voulais ça. Et ça pouvait être sur un autre biais, mais je trouvais que le côté ferry fait que bah, le temps que vous restez sur le ferry, voilà, il y a plein d'émotions qui peuvent arriver, des réflexions, des machins, on est en mer, voilà. Donc je trouvais que c'était une bonne idée, puis l'entrée dans le port de Belfast était pas mal. 4. Ah bah oui, je confirme, lisant les questions. Quel est ton roman qui ferait une excellente série télé? Alors si Netflix ou Apple Télé passent par là, vous avez 2 saisons assurées sur Liverpool Connection ou De Retour en URSS. On est bien d'accord sur le sujet. Voilà, je peux même écrire les épisodes, puisque je sais des choses qui ne sont pas dans les romans et qui seraient pas mal en série télé. Voilà, c'est fait. Ah, la fille qui s'envoie des fleurs par brasser de douce, ça va encore faire plaisir à mes fans, enfin à mes fans, à mes détracteurs. Ils vont, elle et il, c'est un garçon, vont beaucoup aimer ma façon de vanter mes romans. Alors, Véronique et Bubu ont posé sensiblement la même question, auquel j'avais déjà répondu dans une précédente FAQ, et même plusieurs fois, mais je vais y retourner 30 secondes, parce que bon, ils m'ont posé la question, voilà. Donc c'était comment et pourquoi as-tu commencé YouTube, et comment as-tu eu l'idée d'être une booktubeuse? Alors, je ne suis pas une booktubeuse, parce que je ne parle pas que de livres sur la chaîne, je parle de ciné, de musique, d'expo, de beauté, de maquillage, de mannequin, de artiste, machin. Donc je suis pas une booktubeuse, d'ailleurs j'ai aucune prétention, j'ai pas ouvert la chaîne en disant je suis une booktubeuse. Je suis même pas une... Enfin, je suis une youtubeuse dans le sens où je publie des vidéos sur YouTube, mais je me considère plus comme une créatrice de vidéos, ou ouais, comme de podcast par exemple, qu'une booktubeuse ou une youtubeuse. Voilà. Et pourquoi, je l'ai déjà expliqué, c'est parce que voilà, j'étais accompagnante de ma maman qui était malade et j'avais besoin pendant 2 heures de m'aérer. Et à la base, la chaîne ne devait absolument pas être visuelle avec ma tronche, puisque les premières vidéos, si vous voulez les voir, ne sont qu'avec mes mains ou avec un support de livre, avec le livre en lui-même, et je montrais l'intérieur du livre, l'extérieur, etc. La quatrième, la couverture. Donc voilà, c'était ça l'essence de la chaîne, et je trouvais qu'elle était très bien, mon essence de chaîne. Justine, alors attention, ma Justine s'est lâchée aussi. Voilà, et j'ai vu qu'elle avait mis 12 questions, mais que je n'ai pas lues. Alors je les ai mis sur un... Vous allez entendre le bruit du papier, mais je les ai mis sur un support pour que ça soit bien visuel, et je les ai mis en gros parce que les vieux, sinon je serais obligée de lever les lunettes, de remettre les lunettes, c'est chiant. Donc je l'ai mis vraiment tellement en gros que... aussi gros que mon arrière-train. Alors, première question. Justine m'a dit, comment sélectionnes-tu les livres que tu vas lire? Perso, 50% de mes inspirations viennent de toi. C'est pas une bonne idée, ça, ma Justinette. D'où je sélectionne les livres? Inspiration, l'envie de ce que j'ai envie de dire plus tard. Je fouille. Alors, soit dans les librairies, soit dans les secondes mains, soit dans les sites de librairie ou de seconde main en ligne. Je ce que j'ai envie. Je feuillette les catalogues
aussi des maisons d'édition ou des sorties de poche. Alors sachant que je ne reçois aucun catalogue des maisons d'édition et que je ne reçois, vous le savez, pratiquement aucun expé, sauf ceux de la maison d'édition suisse, les eaux troubles, ou, ou les livres de certains d'écrivains et d'écrivaines que je connais, vraiment, et qui me l'envoient parce qu'ils ont mon adresse perso et qui me l'envoient par, on va dire, gentillesse, amitié, voilà. Mais sinon, non. Donc, je feuillette les catalogues en ligne. Je vais voir sur les maisons d'édition, des maisons d'édition que j'aime, hein, par exemple Le Passage clandestin, Diable Vauvert, ou alors des gros, hein, style Rouergue, Actes Sud, Balfond, enfin voilà, Gallimard, enfin toutes les maisons d'édition qui m'intéressent et dont je connais les trucs. Donc quelquefois je passe presque une heure hein, à regarder, à fouiller, à regarder, machin. Mais sinon j'ai très peu d'influence. Je suis peu influençable. Surtout. Peut-être sur la beauté, ça. Peut-être trop influençable sur ça. Mais non. Par contre, je connais des personnes, alors je suis des chaînes YouTube, vraiment des booktubeuses, des vraies, pas en carton, comme moi, qui je suis pas booktubeuse, donc je suis une booktubeuse en carton, où je sais que je ne vais pas être déçue. Voilà, alors c'est quelquefois des personnes qui font des chaînes, par exemple, je pense à certaines chaînes, alors je vais pas les citer parce que sinon je vais en oublier, je vais me... Ah si, peut-être, je vais citer ça. Mais là, il y a des chaînes, par exemple, qui ne parlent que de fantasy, qui vont parler que, je sais pas, de SFFF, par exemple. Voilà, j'en lis de la science-fiction, mais je vais pas lire beaucoup de fantasy ou pratiquement pas. Donc je vais aller sur ces chaînes-là, parce que je sais que ces filles sont spécialistes, ou garçons, sont spécialistes de ça, et que elles vont m'apporter, elles vont m'apporter des infos sur des livres qui vont me plaire. Voilà. Qui vont pas forcément... que je vais pas forcément acheter tout de suite ou autre, mais que je vais noter dans mon carnet Moleskine en disant à lire, voilà, parce que un tel l'a dit et que ça a l'air pas mal et vu comme elle l'a expliqué ça bien, voilà. Après il y a des chaînes que je suis depuis très très longtemps. Vous avez vu récemment mon Lisa tient salon avec Perrine. Voilà, je cache pas que j'ai certaines chaînes que je suis depuis 7-8 ans. Alors Perrine en l'occurrence 6. Mais voilà, il y a plein de chaînes que je suis. Bon, je vais citer celles que je suis depuis longtemps. Les carnets du hérisson, Isa. Séverine sur Il est bien ce livre. Je suis Les mots de l'imaginaire. Donc c'est Lorraine. Je suis... je vais me faire taper sur les doigts si j'oublie des gens que je suis. Karine, de mon coin lecture. Voilà, il y a plein. Alors après, il y a d'autres chaînes comme celle de Elodie Lee, de Virginie... qui a d'autres aussi, il y a plein, mais vous allez me faire avoir des ennuis avec celles que j'ai pas citées. Voilà, bon, bravo, merci. Voilà, non mais, vous voyez, elles ont des spécialités ou elles ont des choses qu'elles aiment, etc. Donc je vais aller les voir pour fournir ma tête. Mais ça veut pas dire que je vais acheter des livres, simplement comme j'ai vraiment confiance en leur retour et que je sais qu'elles sont spécialistes ou en tous les cas qu'elles parlent, voilà, qu'elles s'y connaissent, je sais que je peux aller trouver quelque chose. Voilà. C'est compliqué, hein. Ah, je vous dis, le cerveau, en ce moment, il est un peu fou. Enfin, il est fou à la base, mais là, il est un peu... Voilà. Oh là 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 là. 2. Quel est le roman... T'as le fait exprès. Quel est le... Lorsqu'un roman... Elles se sont... Vous vous êtes parlé avec Clotilde ou... Ça m'inquiète, ça. Lorsqu'un roman naît dans ton esprit, qui vient en premier? L'histoire ou les personnages? Le titre. Ah, ça c'est fait. Si j'ai pas le titre et si j'ai pas le personnage clé pour moi, et quand je dis personnage clé, c'est pas forcément le personnage principal, c'est un personnage qui va m'être indispensable. Si j'ai pas le titre en premier, le personnage principal, enfin le personnage clé avec le prénom, on est bien d'accord, hein, prénom et nom, ça sert à rien. Voilà, ça sert absolument à rien parce que ça va être typiquement un roman qui va rester dans le tiroir. Ou qui va rester, qui va rester dans un tiroir, qui va rester sur une clé USB. De mémoire, je dois en avoir 5 qui ont été écrits, mais qui ne sortiront jamais parce que j'ai pas le titre qui me plaît et que je n'ai jamais trouvé le bon titre. Alors j'ai un titre, hein, mais le titre ne me satisfait pas.
et le nom du personnage non plus. Donc l'histoire est... Enfin, pour moi, l'histoire est bonne, voire très bonne pour deux d'entre eux, mais ils sortiront jamais. Alors, donc ça, c'est fait. Mais le titre en premier, et après le personnage clé, parce que l'histoire part avec, même si c'est pas lui qui est le centre du monde. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple on va donner le premier, Liverpool Connection. J'ai eu tout de suite, alors oui, c'est le personnage clé, mais j'ai eu tout de suite le prénom et le nom de famille de Dimitri, tout de suite le nom et le prénom de famille, enfin en tous les cas le prénom d'un autre personnage, ceux qui ont lu comprendront, c'est un Allemand. C'est pas pour le fait qu'il est allemand, c'est qu'il fallait qu'il soit là à un moment donné. Et j'ai eu le titre, mais d'entrée de jeu. Voilà, donc c'est parti, c'est déroulé. C'est comme ça tout le temps, c'est le titre en premier. 3. Quelles sont tes sources d'inspiration pour tes personnages? Désolé, j'ai mal au dos. Oui, je suis cassée de partout. Je pense qu'à mon avis, il va falloir que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui t'inspire? Tout. Les gens dans la rue, les gens en général, mon envie de repousser quelque chose parce que j'ai envie d'écrire sur un truc, ou j'ai envie de développer une idée, ou j'ai envie de développer... Ouais, ou j'ai envie de mettre de la vie quelque part, dans un personnage, où tout m'inspire. La musique, la peinture, la vie, l'oiseau qui siffle à 5 heures du matin sur sa branche, Hux, qui fait des conneries, ou pas, tout. Tout, la seule chose que je sais qui m'inspire pas, c'est les... En tous les cas, qui ne m'influence pas, c'est les livres que je lis. Ni les films ou autres. Par exemple, c'est pas parce qu'une série marche que je vais avoir l'envie d'écrire quelque chose de le même thème. Mais par contre, ouais, tout le reste, la musique, surtout la musique. La musique, la peinture. Généralement, quand je suis en période de réflexion et de création, je compulse beaucoup de livres d'art. Je regarde beaucoup d'expos. Ouais, la peinture et la musique, je pense que c'est le premier. 4. Peux-tu nous parler un peu plus de ton aïeul suffragette? Alors, la grande Tantine, elle était née, si je ne m'abuse, en 1890. Et en fait, elle a été élevée parce que sa mère aimait beaucoup une certaine Hubertine Auclair. Alors, je ne sais pas si vous savez qui c'est, mais elle a créé en 1876, 15, 16, 1875 ou 16, un des deux, je crois que c'est 16, mais bon. Elle a créé la Société des droits des femmes. Voilà, donc évidemment, elle a été biberonnée à ça, et dès son plus jeune âge, elle a milité comme suffragette, quoi. Voilà, elle a milité pour le droit de vote, l'indépendance financière des femmes, la liberté de se marier, contre les dots, parce qu'elle était fortement contre les dots. Parce qu'elle disait que c'était pas qu'une femme devait disposer de sa dot et pas la donner à son mec. Bon, alors après, ça l'a pas empêché d'avoir 3 maris et autant d'amants, voire plus, je crois. Elle n'avait pas d'enfant, mais ça c'était pour des raisons, je crois, de physique, mais ça je lui ai jamais demandé. Mais voilà, ça serait, elle aurait eu une endométriose, ça m'aurait pas trop étonné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'elle voulait pas d'enfant, c'est juste que voilà, la vie a fait qu'elle en a pas eu. Mais elle a continué à manifester dans les années 70. Elle a manifesté, elle a soutenu des gens comme Gisèle Halimi, comme Elisabeth Badinter, comme Simone Veil. Elle est descendue dans la rue, elle avait plus de 70 ans, avec sa pancarte pour les lois en faveur de la pilule, l'avortement, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui a toujours lutté toute sa vie. Je me souviens qu'elle a hurlé de bonheur quand Badinter a annoncé la suppression de la peine de mort. Parce qu'elle disait c'est pour tous les êtres humains, c'est pas que pour les hommes, c'est pour les femmes aussi qui pourraient être guillotinées, donc c'est très bien, voilà. Non, elle est toujours restée libre, indépendante. Comme elle disait, je suis indépendante financièrement et corporellement, c'est-à-dire qu'elle pouvait... elle me disait, je vois vraiment pas pourquoi une femme pourrait pas avoir le même rythme amoureux qu'un homme, c'est-à-dire sauter d'un garçon à un autre, en avoir deux à la fois si j'en ai envie, voilà. Donc vous imaginez la taille de la bête. Voilà, donc... Mais voilà, elle a vu un siècle, hein. Voilà, un peu plus d'un siècle. Donc, on a vu, et puis, elle est toujours restée droite dans ses bottes, mais elle était... ça l'empêchait pas d'être une midinette avec les trucs. Hein. Bon, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est qu'elle était quand même très fleur bleue, hein, amoureuse. Hein. Voilà, elle s'emballait. Puis après, ça retombait vite. Hein. Mais elle a eu des mecs... Enfin, moi,
J'ai vu des photos de son deuxième mari, je dois avouer. Enfin, il était. Alors, à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait, mais on dirait. Il faisait. C'était un artiste, c'était un transformiste. Vous voyez la chanson d'Aznavour? Voilà, ah ben, c'était ce style-là. Voilà. Deuxième mari, donc vous imaginez la taille de la bête. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est la tarantine. 5. Aimes-tu la mythologie? Putain, pourquoi elle m'a posé cette question? J'ai connaissance Justine, j'aurais dû lire les questions. J'aurais dû lire les questions. Oui, mais je suis pas une obsédée de la mytho. Enfin, je suis pas mytho. Je suis pas une obsédée de la mythologie. Ouais. Bah, je pense que comme tout le monde, je l'ai fait à l'école. J'ai dû en lire un peu parce que j'ai suivi en ligne un cours qui était génial, qui était le héros grec ancien. C'était un cours d'Harvard X, vous savez. Et parce que TEDx là. Voilà, c'était vraiment un cours. Harvard X. En anglais, forcément, je m'étais mais absolument régalée. Mais oui, mais je suis pas obsédée. 6. Ah, si oui, donc c'est oui, on est bien d'accord. Plutôt dans celle de quelle région? Bah, en fait, je dirais. Dans celle de quelle région? Je dirais plus celles qui sont dans ma culture familiale, je veux dire, dans mon sang. Donc je dirais slave, latine et celte. Je pense que c'est les trois qui sont plus proches de moi. En tous les cas, de ce que j'ai eu sous le nez à la maison, etc. Donc oui. 7. Quel est ton personnage mythologique préféré, tout confondu? Ah, tout confondu. Ah, mythologique étendu, confondu, d'accord. Euh... Ah ben Merlin. Oh, c'est étendu, hein. On dirait Merlin. Ouais, Merlin. Mais j'ai toujours eu un gros faible pour Merlin. 8. Aïe. Oh non. Oh punaise. Quel est ton dieu de la mythologie grecque préféré et pourquoi? Hadès, le maître de la terre et des enfers. Quoi? C'est Pluton chez les Romains, je crois. Ouais. Donc Hadès. Pourquoi maître de la terre et des enfers? Moi, je crois que ça me va très bien. 9. Quelle est ta déesse mythologique grecque préférée? Pourquoi? Celle d'en face, enfin celle qui est en face d'Hadès, donc Athéna. Parce qu'elle est la déesse, si je ne m'abuse, de la guerre, de la sagesse, de la stratégie militaire, je crois, des artisans. Je crois qu'elle est des artisans. Attendez, je tourne la page parce que c'est écrit tellement gros qu'il faut vraiment que je tourne les pages, moi. J'aurais dû... Attendez, bougez pas. Je balance la page parce que je sens que je vais oublier. Ouais, des artisans, des artistes. Je sais pas si elle est pas... Alors peut-être que Justine nous le dira dans les commentaires. Je sais pas si elle est pas liée à l'école, Athéna. Alors c'est Minerve chez les Romains. Je crois que... Je sais pas si c'est... Peut-être. Je crois qu'elle est liée au maître d'école, à l'enseignement ou un truc comme ça. Mais bon, en tous les cas... Voilà, elle est le maître de la sagesse et voilà, ça c'est fait. Donc Athéna et Hadès, ça pose bien la bête. Putain, cette réputation que je vais avoir. Bubu, ah oui, alors elle s'est lâchée comme Justine, merci ma Justine. Donc, ma Bubu, vas-y, elle s'est lâchée elle aussi. Alors, qu'aimes-tu le plus écrire? Ah, ça vous intrigue quand même. Qu'aimes-tu le plus écrire dans tes romans? Dialogue, description, scène d'action, etc. Tout. Tout m'amuse. Tout m'amuse. Voilà. J'ai aucune difficulté pour les dialogues, donc je sais que ça marche. Parce que je les teste moi-même. Très souvent, on me dit ah, tes dialogues, ils sont très vrais, machin. Bah oui, quand je les écris, je les entends. Je les cite quelquefois. Donc, moi, les trucs en poulet, les trucs qui sont invraisemblables dans les bouches de quelqu'un, et machin, enfin, ça m'horripile, quoi. Voilà, donc, faire parler un gamin qui a 4 ans ou 5 ans comme s'il avait avalé le Becherel, voilà, donc, non, non. Mais j'aime bien, voilà. 2. Qu'aimes-tu? Ah oui, le moins. Donc, le moins écrire, donc dialogue, description, d'action, bah rien, si j'aime tout écrire. Quoique si, peut-être. Alors, pas parce que je ne sais pas le faire, parce que je pense que je pourrais... Alors, le problème, c'est que je pense que je pourrais être très facilement, très cru et très...
peut-être dérangeantes, mais les scènes de cul, en général. Je m'en fous, en fait. Quelquefois, j'en mets, dans Liverpool Connection, il y en a une qui a été grandement appréciée. J'en mets, mais qui sont plus suggérées ou pas finies de développer pour que le lecteur ait son imagination qui bouge. Voilà. Je sais pas, quelque chose qui va vous donner envie de... Ouais, qui va vous faire... Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, la suggestion, c'est mieux que le basique description terre à terre. Enfin, en tous les cas, pour moi, ça marche mieux. 3. Relis-tu parfois tes romans entièrement ou juste des passages? Jamais. Alors, la seule fois où je relis mes romans, c'est c'est 2-3 semaines avant que je l'envoie à la correctrice. Donc, quelquefois, j'ai écrit un roman il y a 5 ans, donc je le relis pour voir si ça tient la route. Et si au dernier moment, je ne dis pas à Fanny, puisque c'est son agence qui gère la correction, si je ne dis pas à Fanny, laisse tomber, je ne vais pas faire celui-là, je vais faire un autre. Voilà. Mais non, généralement, je ne les relis pas. Sauf si, par exemple, j'ai eu une intervention en bibliothèque ou en médiathèque ou que en webinar fermé, comme je fais de temps en temps, qu'on me demande de lire un de mes passages préférés du livre ou que les lecteurs ont voté pour un passage que je dois lire ou qu'on doit expliquer, ou qu'on doit parler sur ce passage-là. Voilà. Mais généralement, je ne relis pas mes livres. Pourquoi je voulais que je relise mes livres? Je les ai écrits. Je ne suis pas le style à m'envoyer des fleurs en me disant « Oh, quelle merveille !» Non, rien à carré. 4. Si vous me connaissiez, vous comprendriez. 4. Pendant l'écriture d'un de tes romans, et elles sont obsédées, vous êtes obsédés par mon écriture quand même. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que toutes les vidéos sur les genèses, quand j'explique mes romans, ça fait des flops, mais tout le monde me pose des questions là-dessus. Pendant l'écriture d'un roman, te fixes-tu des objectifs quotidiens, style 2 heures par jour, 1000 mots? Mais non. Mais quelle horreur. Mais jamais. Alors déjà dans la vie normale, il y a bien une chose que je n'aime pas, c'est qu'on me demande combien fait de mots mon roman. Parce que, premièrement, je ne sais pas. Et si vous voulez savoir, vous demandez à Fanny, parce que c'est elle qui a le nombre de mots de mes romans, puisqu'elle doit facturer, elle facture la correction aux mots. Voilà, donc pour faire son devis, elle est obligée de savoir le nombre de mots que j'ai utilisés. Je crois qu'il y a quelqu'un qui sait combien il y a de mots dans mon roman, parce que je ne regarde jamais le décompte, j'en ai rien à foutre. Vous savez le truc NaNoWriMo, là, 50 000 mots dans le mois, mais je suis capable de les torcher, les 50. Mais ça me gonfle ce genre de truc. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin d'un cadre. Pour avoir discuté avec d'autres auteurs, écrivains, que ce soit des auto-édités ou des édités dans des grosses maisons, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'un espace dédié, qui ont besoin de silence, de musique, pas de musique, d'être dans un métro, dans le métro, dans un café, enfin on s'en fout, mais qui ont besoin tous les jours d'être à leur table de travail ou à un endroit où ils travaillent, d'écrire, je sais pas, tant de pages. On en voit plein d'écrivains qui vous disent tous les jours j'écris 10 pages, même si je les utilise pas, rien que pour le plaisir de la plume, d'écrire, machin, etc. Perso, non. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je veux dire, je ne fais pas de brouillon. Je faisais pas de brouillon à l'école, j'en fais toujours pas. Je sais pas faire ça. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire, je fonctionne au premier jet. Et mon premier jet est le dernier. Voilà, c'est comme ça. Donc compter les mots, non. M'imposer de telle heure à telle heure, non. Le seul truc que je m'impose, en fait, c'est même pas une obligation, mais comme je ne peux écrire que le soir, enfin je peux écrire le matin, le midi et le soir, je peux écrire n'importe quand. Mais généralement quand je fais des romans, c'est plutôt le soir, parce que quand je rentre du boulot, j'ai le temps, parce que je rappelle qu'au travail, vous n'êtes pas censé écrire un roman. Vous faites ce que vous voulez, mais bon, on est bien d'accord que quand vous êtes payé pour un travail, vous le faites, sinon ça sert à rien. Donc j'écris très souvent le soir. Si ça me vient pendant que je suis en vacances, j'écris le matin, très tôt. Voilà. Mais je me dis pas, je vais écrire de 8h à midi, ou de 3h à 6h, ou de 7h à 10h. Voilà. J'écris, et quand j'en ai ras le cul, je m'arrête. Donc ça peut durer un quart d'heure, enfin, généralement plus d'un quart d'heure, 20 minutes, on va dire une demi-heure, 1 heure. Ça peut durer 3 heures, ça peut durer 5 heures. Donc j'ai envie d'arrêter. Et quelquefois, je m'arrête même au milieu d'un dialogue. Ça ne pose aucun problème. Je le relis juste les 10 dernières lignes et je réenchaîne. Alors, mais c'est comme ça que je fonctionne. Après, au nombre de mots, je vois vraiment pas l'intérêt. Moi qui adore, enfin vous savez que j'adore Antoine Choplin, je pense pas qu'on mesure au nombre de mots, parce que le dernier livre de Choplin que j'ai lu, qui est L'incendie, fait 88 pages,
Et c'est un roman épistolaire. Inutile de dire que le nombre de mots, il est pas très très haut, je suppose. Voilà. Et ben pourtant, à la fin, mon petit cœur qui saignait, j'étais au bord des larmes. Hein. Donc ça, enfin honnêtement, voilà. Alors quand je vois ces gens qui disent, ah, j'ai atteint les 50 000 mots, mon roman, magnifique. Mais si tu as dit 50 000 mots et qu'il y a les trois quarts qui servent à rien, quel est l'intérêt? On est bien d'accord. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Et comme vous, si vous voulez écrire, comme c'est le mieux pour vous. Si c'est tous les jours que vous devez écrire parce que c'est obligatoire, que pour vous c'est une routine, machin, c'est pas parce que c'est un métier, c'est juste que pour vous c'est obligatoire. Alors après, j'écris tous les jours. Je peux écrire la liste des cours, je peux écrire une lettre à quelqu'un, je peux écrire de la poésie, mais je ne fais pas 500 000 mots par jour et je ne m'impose pas un nombre de mots et puis alors un nombre d'heures. Et puis alors, dès qu'il y a une obligation, là, vous avez Lisa qui fait oh, bah. 5. Penses-tu... Je vous dis que ça va durer 3 heures cette merde. Penserais-tu arrêter d'écrire ou... Non, préférerais-tu, pardon. On reprend. Préférerais-tu arrêter d'écrire ou arrêter de lire Attendez, je bois un coup. Préférerais-tu arrêter de lire? Parce que comme j'écris des romans, l'avantage d'être romancière, hein, c'est que je pourrais écrire des romans... Arrête avec la dent. Je vais la faire tomber cette merde à force de faire ça. Comme j'écris des romans, je pourrais écrire des romans que j'ai envie de lire. Vous voyez le cheminement? Voilà, style, oh, j'ai envie de lire un livre sur ça, bah tiens, oh bah tiens, je vais écrire ça. Et en fait, là, je relirai mes bouquins parce que je pourrais relire un livre que j'ai inventé. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. 6. La fille qui se force. Non, ouais, donc écrire, parce que j'écris et je pourrais lire en même temps. 6. Mais bon, mais par contre, je veux pas arrêter de lire, on est bien d'accord. Hein. 6. Quels sont pour toi tes trois plus grands défauts? J'aurais dû lire les questions. Tes 3 plus grands défauts? Bah, les défauts de mes qualités, je suppose. En gros. La réponse complètement bateau qui sert à rien. Je suis une râleuse, ça c'est sûr. Je suis un brin soupolé, même en vieillissant moins. Mais jeune, je partais au quart de tour. Quart de tour maîtrisé, mais quart de tour. Maintenant, vieillissant. De toute façon, maintenant, j'ai jamais. Alors, pour moi, c'est une qualité. Alors, je suis cash, c'est-à-dire que. Mais avec diplomatie, c'est-à-dire je sais dire les choses sans vous hurler à la gueule des choses qu'il ne faut pas. Voilà, je suis très diplomate pour ça. Par contre, je vous l'envoie pas dire. Voilà, il s'est passé un truc il n'y a pas très longtemps, gentiment. Euh, Lorsque je rendais visite à quelqu'un dans un hôpital, il y a une personne qui était à côté qui se mêlait. Voilà. Vous savez, le genre de personne que vous les connaissez ni d'Adam ni d'Ève, mais ils vous posent des questions et qu'est-ce que vous faites dans la vie et machin. À un moment donné, très gentiment, je l'ai remis à la place. Voilà, je lui ai dit écoutez, madame, je suis vraiment désolée, mais si vous pouviez vous occuper de votre conjoint plutôt que de m'occuper de moi, ça me ferait grandement plaisir, ça me ferait de l'espace. Voilà. Je pense qu'elle a compris. Voilà. Au lieu de lui dire ah, ferme ta gueule. Voilà. Donc ça, je sais faire. Mais c'est moi. Mais voilà. Mais j'étais beaucoup plus soupolée avant, je débarrais beaucoup plus vite. Et sinon, je suis très indépendante. C'est un défaut, hein. Ça peut être un très gros défaut pour les gens qui vivent avec vous. Et évidemment, hein, on est bien d'accord, elle m'a posé la question 7. Quelles sont, selon toi, tes plus grandes qualités? Bah, les mêmes, hein. Mais on les lance. Je suis une chieuse, c'est une qualité. Euh, oui, comme ça on m'emmerde pas. Indépendante, c'est aussi une qualité. Je suis loyale. Alors, je suis loyale à très peu de monde, hein. On est bien d'accord, très très peu de monde. Mais je suis loyale. Je suis loyale à mon employeur aussi, mais ça, c'est normal. Quel qu'il soit, hein, enfin mon chef, on va dire. Voilà, quel que soit qui ait été mes chefs, j'estime que c'est normal. Après, il faut pas m'abuser parce que là, par contre, je deviens féroce. Voilà, mais je l'accorde pas très facilement ma loyauté à quelqu'un. Donc, si vous travaillez, vous avez droit à une chance. La deuxième, enfin une première chance. Deuxième coup, si vous vous loupez, le deuxième c'est fatal, hein, il n'y aura pas de troisième. 7. Quels sont selon... Ah non, oui, alors je... 8. On va y arriver, je vous dis que ça va pas le faire. 8. C'est écrit tellement gros que j'arrive même... Ah voilà, il me manquait un mot. Ah, il manque un mot. Putain, je l'ai écrit, j'ai même écrit. Alors attends. Lis-tu tous les commentaires? On va... Ah oui, d'accord, c'est doit être etc.
Lis-tu tous les commentaires concernant tes romans postés sur les sites Babelio, Livre Addict, Booknote, etc. Je suppose qu'il y avait derrière. Oui, mais je me jette pas dessus. Voilà. Parce que, par exemple, Under the Blue Sky est sorti, je me suis pas jetée dessus, je crois qu'il a aucun commentaire de toute façon en plus. Parce que comme par hasard, comme d'habitude, voilà, il y a très peu de monde qui... Alors, ceux qui lisent, je vais vous expliquer comme ça. On va dire que 60% de mes lecteurs habituels ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux ou ont un compte sur un réseau social mais ne commentent pas sur les réseaux sociaux, ils ne partagent rien. Voilà. Le seul truc que quelquefois je leur dis, n'oubliez pas avoir le réflexe des commentaires, alors que ça soit de mettre un avis sur The Book où vous avez acheté le bouquin, ou un avis sur je sais pas quel site où vous avez acheté le bouquin. Si vous avez par exemple Babelio ou Livre Addict, n'oubliez pas, parce que ça compte pour un auteur. Et je parle pas que auto-édité, je parle de tous les auteurs. Ça compte qu'il y ait au moins 1 ou 2 commentaires pour que les gens s'y tombent dessus en disant ah, il y a déjà des commentaires. Ah, donc ça veut dire qu'il est lu. Ah, 2 commentaires. Ah, je vais lire pour voir ce qu'on en pense. Voilà. Après, si c'est que Tata Zézette et tonton qui a mis des trucs, ça se sent aux commentaires que c'est du copinage et que c'est de la famille. Bon, mais si c'est des gens qui ont l'habitude de mettre des commentaires, voilà. Mais la plupart, ils mettent pas de commentaires. On va dire que 60% de mes lecteurs mettent pas des commentaires. Parce qu'ils y pensent pas, parce qu'ils n'ont pas de réseau social, parce que c'est pas dans leur culture de le faire, parce que pour eux, c'est mieux de le dire au libraire chez qui ils ont acheté le livre, ou à leur cousine à côté, ou la voisine, plutôt que de le mettre sur les réseaux sociaux. Après, pour les autres, la plupart du temps, ils oublient. Alors, il y a des lecteurs, je sais qu'ils lisent mes bouquins, ils me le disent en MP, vous avez ça en MP, ah oui, j'ai adoré ça, 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 ça. Bon, et vous attendez, puisque c'est des gens qui ont des réseaux sociaux, qui ont tous ou Babelio, ou Livre Addict, ou Booknote, ou qui ont tous un compte Amazon, ou qui ont tous un compte chez Rakuten, ou machin. Et en fait, vous voyez aucun commentaire jamais fleurir. Voilà. Alors, 1 ou 2 fois, j'ai posé gentiment la question en disant ça te gênerait pas de mettre ton commentaire que tu viens de me faire, même édulcoré, même si tu veux pas mettre tout ça sur un site. Oui, oui, je vais le faire. Et tu vois jamais. Voilà. Donc, je les lis quand ils y sont. Voilà. Under the Blue Sky, je sais qu'il n'y a aucun commentaire pour l'instant. Alors peut-être que ça va arriver, on n'en sait rien. Hein. Ou peut-être, comme gentiment quelqu'un m'a dit, peut-être qu'ils aiment pas te mettre des commentaires parce que ça les fait chier que tu écrives correctement et que ils osent pas le faire pour un auto-édité parce que c'est mieux de le faire pour quelqu'un qui est connu que pour un obscur auto-édité, alors que si vous aimez lire et la littérature, vous devriez supporter tout le monde. Et si vous aimez un livre, vous devriez pouvoir mettre un commentaire correct, en tous les cas. Alors, positif ou négatif, on s'en fout, hein, c'est pas la question. Mais de mettre un commentaire à chaque livre que vous lisez. Moi, c'est ce que je fais sur Babelio et sur Livre Addict. Alors, j'en ai que 2, hein, parce que déjà, ça prend du temps. Je fais du copier-coller, hein, on est bien d'accord. Mais je fais ce que je mets sur mon blog, je le mets sur Babelio. C'est exactement, si vous voyez ce que j'ai mis sur mon blog, mon avis est exactement le même sur Babelio. Et je fais juste les 5 dernières lignes de conclusion pour Livre Addict, parce qu'on a droit à 200 mots. Voilà. Mais pour moi, c'est normal de le faire. Enfin, je veux dire, quel que soit le livre, hein, que ce soit un grand auteur comme un petit auteur, je le fais parce que ça aide les auteurs. Voilà. Après, chacun est libre de faire. Moi, j'en connais qui lisent mes livres et qui me disent ah non, mais. Alors, je comprends ceux qui ne le mettent pas sur leur profil parce que c'est un profil privé, parce qu'ils n'ont pas envie, machin. Mais du moment où vous le mettez en MP à un auteur, quel que soit le moyen de MP, hein, Instagram, Facebook, j'ai même des messages sur Babelio, des messages privés sur Babelio ou sur Livre Addict, du moment où vous me mettez un message privé sur Babelio ou Livre Addict, ça veut dire que vous avez ces plateformes. Donc merci de me mettre votre retour bien ou pas bien, mais pourquoi vous ne le mettez pas sous mon livre? Enfin, je veux dire, voilà. C'est toujours un peu étonnant, mais bon, c'est comme ça. 9. As-tu gardé tous les brouillons notes de tes romans? Oui. Oui. Alors j'ai gardé les notes si ça a été fait à l'écrit, bien sûr. Si c'est fait à l'ordinateur automatiquement, il y a le fichier de base Word, qui est mon premier jet, qui sera le dernier, mais en tous les cas il y est. Je l'ai gardé.
c'est-à-dire sous la forme A4, hein. Je ne le tape pas sous la forme que vous l'avez, la mise en forme que j'ai faite moi et qui est toujours la même, hein. Voilà, je tape en A4 et après je fais un copier-coller dans ma maquette de mise en forme, puisque j'ai une maquette, hein, de base de la mise en forme que j'utilise depuis des années. Et donc après, je fais un copier-coller et j'arrange. Voilà, parce que c'est pas le même format. Euh, donc oui, j'ai toutes les notes que j'ai fait. Après, les notes, si vous entendez les notes, premier jet, des fois pas complet, parce que je le finis à l'ordi. Donc, sinon, j'ai tout. Soit j'ai des croquis de mode, c'est-à-dire pour certains euh, romans, j'ai fait des croquis. Par exemple, pour Noble Semaine en famille, j'ai fait la robe de Charlotte quand elle arrive dans le vestibule de la première scène. J'ai même fait les chaussures, j'ai dessiné ça. J'ai fait des fois des collages sur certains lieux. Voilà, pour les Earth Connection, pour De Retour en URSS, pour le secret de Cassian, j'ai collé des photos que j'avais prises des endroits pour les avoir sous les yeux quand je faisais les descriptions. Pareil pour Cassian ou pour de Irish Cottage, je suis allée fouiller dans des photos, dans des endroits, enfin des trucs que j'avais moi sur le lieu, etc. Donc oui, il y a des dessins, il y a des croquis, il y a des collages de lieux ou quelquefois d'habits. Par exemple, pour le prochain de 2025, il y a toute la garde-robe d'un personnage. Il y a 3 robes emblématiques et il y a les 3 robes, voilà, que je décris après dans le roman, mais les robes existent, hein, c'est pas moi qui les ai créées, mais elles ont leur importance, voilà. Mais j'ai ça. Pourquoi j'ai gardé? Parce que j'ai dans l'idée, je l'ai dit, j'ai déjà un meilleur ami, j'ai dans l'idée un jour, alors soit je meurs avant et elle le fera, ou mes proches le feront, mais de donner un fonds de Lisa Giraud-Taylor aux archives départementales de la Dordogne. Donc je le dis officiellement là. Voilà, donc oui, j'aimerais bien faire ça. Alors après, je suis pas connue, tout le monde s'en bat l'œuf. Mais on sait jamais si dans 200 ans, il y a quelqu'un qui me trouve un minimum de talent et qui veut savoir comment je travaillais, quels étaient mes appuis, ben, ça serait pas mal. Après, ça serait dommage aussi de jeter tout le boulot que j'ai pu accumuler. Alors, il n'y a pas 500 pages, hein, je dois avoir un dossier comme ça pour chaque roman. Vous savez que j'ai pas beaucoup de choses, mais c'est quand même des choses qui sont importantes et que vous. Alors, quelquefois que je vous partage sur le site, vous le savez, sur le site officiel, dans chaque roman, il y a écrit en savoir plus. Et si vous cliquez dessus, vous avez généralement, oui, outre la bande de son, vous pouvez avoir ma base de travail. Par exemple, pour De Retour en URSS, il y avait des vieilles cartes postales du Moscou des années 33. Voilà, les usines, les rues, les marchés, etc. Je rappelle que j'ai pas vécu en 33 à Moscou, hein. Je veux bien le connaître, mais pas en 33. Donc voilà, il y avait ça vous pouvez le voir, mais il y a des choses que, bah oui, par exemple, il y a tout le système euh, de, des ouvriers. Par exemple, j'ai lu les ouvriers en URSS de 23 à 33. C'était un gros livre, donc forcément, ça c'est quelque chose que j'ai pas là, mais j'ai souligné des trucs, j'ai recopié des choses, etc., qui étaient importantes. Donc oui, ça vous pouvez l'avoir. Donc ça serait sympa d'avoir ça. Voilà. Donc les archives départementales de la Dordogne, si quelqu'un passe par là, ils savent qu'un jour ils vont avoir un fond de ma tronche. Ça, je suis pas sûre qu'il accepte. Mais bon, c'est jamais. 10. Vas-tu dans des salons littéraires? Si oui, lesquels? Avant 2018, j'y allais souvent. Vraiment. Bon, alors depuis, pratiquement plus du tout. Alors oui, il y a eu le Covid, le post-Covid, machin, on est bien d'accord. Mais en fait, je préfère les... Honnêtement, je préfère les petites lectures, je préfère les librairies, je préfère les médiathèques, je préfère, comme j'ai fait l'année dernière, la conférence, voilà, avec une audience pour parler après de choses, etc. Euh, Là, cet été, je vais en faire un, mais pour une sortie qui est particulière. Voilà, c'est pas mon. Ouais, les salons, c'est pas là où on vend le plus. Alors, on lobbying beaucoup, on fait beaucoup de contacts. C'est là moi, j'ai rencontré certaines personnes qui sont des contacts ou alors qui sont devenus des potes ou des amis ou des copains ou autres, des gens que je sais que je peux appeler en disant ah tiens je suis à tel salon, j'ai vu que tu y étais, est-ce que je peux te passer te voir? Oui volontiers voilà. Mais
Voilà, après j'ai fait beaucoup de salons, je faisais Paris automatique, je faisais celui d'Aix, Bordeaux, j'en faisais beaucoup en Dordogne bien sûr, un peu en Charente, j'en faisais systématiquement deux dans le Berry. Euh, mais qu'est-ce que je faisais aussi? Je faisais quelquefois dans l'agglomération vers Avignon. Il y en avait un que j'ai fait qu'une seule fois mais que j'aimais beaucoup, qui existe toujours, hein, qui s'appelle Roussillon, dans le Vaucluse. Euh, Carré-Loroué, j'aime beaucoup. Mais voilà, j'en fais beaucoup moins parce que, bah, en fait, alors premièrement, la plupart du temps, c'est les samedis et dimanches. Euh, et que, bah, quelquefois, travaillant toute la semaine, euh, ça me gonfle d'hypothéquer un week-end encore, alors que je peux faire d'autres choses. Et puis, ça a un coût, hein, quand vous êtes auto-édité, ça a un coût. Donc, même si c'est votre voiture personnelle ou le train, il faut quand même payer, hein, les frais d'essence, machin. Voilà, alors si c'est votre gagne-pain à l'année, et j'en connais plein qui le font, qui courent les salons parce qu'elles vivent sur ça, et c'est normal que tous les week-ends, elles y aillent parce que c'est leur gagne-pain. Moi j'ai un boulot à côté, hein. Mon gagne-pain c'est mon travail de tous les jours, mon temps plein. Donc en gros, bah, voilà, donc c'est pas... Et puis même, j'aime bien les salons, mais j'aime bien les salons pour papoter avec la personne qui est à côté de moi, machin, ou pour papoter avec certains lecteurs. Depuis 2018, souvent les lecteurs ils viennent vous parler et ils vous quillent au milieu en disant qu'ils sont aussi auteurs, qu'ils ont écrit un roman, et ils vous parlent plus de comment vous faites pour éditer des romans, chez qui vous êtes, comment avez été édité ou comment vous vous éditez toute seule, etc. Plus qu'ils achètent vos romans. Après, ils achètent les personnes très connues, mais voilà. Et puis ceux qui me lisent n'ont pas besoin des salons pour acheter mes bouquins, donc voilà. Mais oui, j'aimais bien. Mais je privilégie les plus trucs, structures maintenant plus sympas. 11. N'empêche que, n'empêche que Carré-Loroué, c'est la classe. C'est sur le port. Non, après, il y a des salons. Cette année, je ne suis pas allée à Paris, mais j'aimerais faire le salon du livre encore une fois à Paris. Enfin, maintenant, c'est le livre de Paris, je crois. Parce que c'est agréable, parce que vous allez fouiner dans les autres maisons, les petites maisons d'édition qui sont au fin fond de ce putain de grand hall et que personne ne va, ou alors tout d'un coup vous avez des gros mastodontes, il y a 500 millions de personnes, puis vous vous décalez un tout petit peu, généralement vers les pissotières, mais enfin vous vous décalez un tout petit peu, et alors là vous avez toute la place que vous voulez, mais c'est là où vous trouvez des pépites, hein. Voilà, moi j'avais, comme ça, bah, je vais la citer parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Marilyn Martin, qui a écrit depuis des livres sur la Goulue, etc., et qui est édité, notamment qui a été édité après aux éditions de Rocher, etc. Elle était dans une petite maison d'édition du nord de la France, et elle écrivait notamment sur une infirmière de 14-18 et sur des femmes. Et je l'ai connue comme ça, elle était sur un petit stand, on s'est rencontrés dans la queue. Sérieux. On s'est rencontrés dans la queue des auteurs pour rentrer dans le salon du livre de Paris, parce qu'au même moment, si je me souviens bien, il y avait un Premier ministre qui arrivait, donc ils nous avaient tous décalés alors que notre entrée était là, mais pour faire rentrer le Premier ministre, ils avaient viré tous les auteurs, donc on était dans la queue, on en a parlé, et je lui dis, ah mais moi j'étais en dédicace à l'été, donc j'ai dit, mais tu sors quel centre? Elle me dit, là-bas. Je dis, ah, je viens de te voir cet après-midi. Elle a dû se dire, elle viendra pas. Et en fait, si, je suis venue, j'ai acheté ces deux livres. Et voilà, et on est resté en contact, et maintenant, voilà, elle sort un livre, je l'achète, je vais le lire, je lui envoie un petit mot, etc. Donc il y a des gens comme ça, où vous savez pas pourquoi, ça va, ça va matcher, comme ça, voilà, il y a des gens que vous allez plus jamais revoir, ou pas forcément, ou qui deviennent très très stars, hein, voilà, autre petit coucou à Nicolas Feuz, qui était mon voisin de table à Lyon, voilà, et qui était là et qui, vous savez, chez qui il a signé maintenant. Voilà, donc, alors, comme quoi, moi je végète. Alors, il y en a d'autres qui sont mieux. Non, mais voilà, et vous rencontrez des gens, vous parlez avec eux, et puis c'est là que vous, oui, que vous rencontrez d'autres manières de voir, d'écrire, d'appréhender ce qu'il faut faire, machin. Et puis c'est une émulation aussi. Quelquefois, il y a des salons où vous avez personne, hein. Donc, il faut avoir un mec ou une fille sympa à côté pour pouvoir papoter. Parce que moi, ça m'est arrivé, hein. 8 heures dans un salon où, en gros, on a dû voir 4 chats alors qu'on nous avait vanté qu'il y avait plein de monde. C'est long si vous êtes seul. Voilà, donc si vous avez un copain de chambre sympathique, c'est mieux.
11, bah ouais, quand on parle de édition. Penses-tu un jour te faire à nouveau éditer par une maison d'édition ou plus jamais? Mais moi, j'ai jamais dit jamais. Et je ne dirai jamais jamais, parce que de toute façon, il faut jamais dire jamais, parce que la vie vous envoie une claque dans la gueule. Euh, non, moi, ce que je veux, c'est avoir la main sur la création de l'objet livre. Alors, le texte appartient à l'auteur. Donc voilà. Après, évidemment, il y a une correctrice, il y a une éditrice qui va vous apporter sa vision, qui va dire peut-être que là, tu devrais changer ça, peut-être qu'on devrait, tu devrais revoir ta phrase, machin. Voilà, ça c'est le boulot d'un éditeur ou d'une éditrice. Il y a le boulot de correction, bon, ça c'est autre chose, mais c'est important, mais il y a ça, mais il y a le boulot de l'éditeur. Moi, ce que j'ai connu jusqu'à présent, c'est que j'ai toujours connu, alors à part le dernier, mais ça c'est un autre chapitre, mais mes deux précédents éditeurs, c'était des gens qui travaillaient en étroite collaboration avec leur auteur. C'est-à-dire qu'ils avaient leur vision, ils avaient leurs pattes, et ils vous expliquaient alors moi j'avais une directrice d'ouvrage pour Liverpool Connection, donc je la cite, je la lui fais coucou Marie Barillon, parce que madame sort un ouvrage et j'ai lu la note de l'auteur, je l'adore, mais je vais lire son livre, elle le sait. Voilà. Et c'est un échange. Et moi j'ai connu que ça soit pour les deux qui ont été vraiment voilà, parce que l'autre il n'y a pas eu d'échange du tout, mais, euh, mais les deux premiers j'ai vraiment eu un échange, que ça soit pour la couverture, que ça soit pour le texte, etc. Et j'ai pu moi imposer ma patte sur la couverture en disant j'aimerais qu'il y ait ça plutôt que ça, j'aimerais ça plutôt que ça. Voilà, Liverpool Connection, j'ai fourni la photo, j'ai fourni ce que je voulais, etc. Après, la graphiste nous avait fait des propositions. Pareil pour le premier éditeur, Jacques Lagrange, pareil, je lui avais dit c'est ma photo, j'aimerais que ça soit celle-là. Alors lui, il avait une autre idée, mais je lui ai posé, je lui ai expliqué, puis j'ai argumenté, donc il m'a dit ok, on va partir là-dessus. Je veux avoir la patte sur mon objet libre. Parce que je pense avoir créé un univers, que ça soit dans les couvertures, j'aime bien mettre des détails dans les couvertures, j'aime bien mettre des indices dans les couvertures, j'aime que ça soit une de mes photos ou une photo que j'ai sélectionnée, par exemple là pour celui de 2025, c'est une photo que j'ai faite moi. Alors il y a d'autres choses sur la couverture, et d'ailleurs la couverture est géniale, mais ah oui non mais elle est top, la couverture de 2025. Là, vous allez pleurer. Mais par exemple, pour celle de 2024, de Under the Blue Sky, c'est une photo que j'ai achetée parce que c'était la photo alors de Détroit, mais que je voulais parce que ça illustrait quelque chose. Voilà, ça montrait quelque chose que le lecteur ne sait pas, mais quand il va commencer à lire, il va découvrir et il va trouver. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui était c'est important pour moi. Et sachant que la maison d'édition saura que je peux lui fournir un roman par an sans aucun problème et que je peux même faire les suites s'il y a un roman qui a bien marché. Voilà, donc il faut trouver ces éditions. Alors j'ai jamais cherché un grand éditeur, j'ai pas cette... euh, alors mes parents vous auraient dit que je n'avais aucune ambition et que je n'étais pas du tout ni ambitieuse, ni arriviste, ni rien, je m'en fous en fait. J'ai pas ce truc d'ego. C'est-à-dire que demain, je signe dans une petite maison d'édition régionale, locale, qui fait un très bon boulot. Il y en a des très bonnes, hein, en Dordogne ou en Nouvelle-Aquitaine, il y en a certaines qui sont connues par le microcosme du coin, mais qui font du très bon boulot. Alors, je signe Finlac parce que je les aime. Et je les aime depuis des années. Mon grand-père a acheté déjà chez Finlac à l'époque. Alors, voilà. Mais voilà, ils font du très bon boulot, leurs bouquins sont beaux, leur papier, leur ligne directrice est bonne, etc. Il y a plein de... Je citais tout à l'heure le Passager clandestin, Diable au vert, La fosse sous ours, etc. C'est des maisons d'édition, elles sont peut-être petites, mais... Enfin, en tous les cas petites, ou même les Forges hein, aussi. C'est des maisons d'édition, alors maintenant c'est gros les Forges, mais voilà, mais c'est des maisons d'édition qui ont une ligne directrice, qui travaillent avec leur auteur, et qui ont une vision. Voilà. Mais ça ne me gênerait pas de signer pour une maison d'édition qui n'est pas très connue. Et je ne cherche pas, comme des auteurs, certains me disent d'entrée de jeu, même des auteurs édités, ils me disent ah mais moi j'ai envoyé à des grosses maisons d'édition parce que en fait il faut aller dans une grosse maison d'édition. Non, enfin oui, bien sûr, pour le tirage, pour la distribution, pour la presse, parce qu'ils vont avoir plus de moyens d'aller
d'aller avoir des papiers partout, des prix, parce que bah, si vous, évidemment, si vous êtes par exemple, je sais pas, dans une petite maison d'édition locale de votre bled ou alors de votre petit département, niveau départemental, évidemment si vous vous mesurez à des trucs comme Stock, Gallimard, Calman Levy, Belfond, Albin Michel, pour citer les gros machins là, évidemment vous n'aurez pas du tout la même retour, vous n'aurez pas le même nombre d'articles parce que leur attaché de presse a les connexions des gros journaux, parce que vous n'aurez pas forcément la possibilité d'envoyer autant de livres qu'il le faut pour avoir des prix. Ça c'est ma voisine qui a dû se tromper sonnette comme d'habitude. Voilà, donc c'est tout le temps ça. Voilà, c'est tout le temps. Et moi ça me gêne pas. Moi j'aime bien la proximité, j'aime bien travailler avec les gens. Voilà. Si je préfère être entre guillemets choyée dans une petite maison d'édition plutôt que noyée au milieu d'une grosse et que je sente pas que on croit en moi. Voilà. J'adore les mots et je citerai encore. Allez voir sur YouTube, il y a les remerciements à un moment donné parce qu'elle a eu le prix des romancières entre autres, puisqu'elle est citée pour d'autres prix de Camille de Peretti, et elle le dit, elle remercie les gens de chez Camille Levy qui la portent, notamment son éditrice depuis des années, parce que elle croit en elle, elle la porte, elles sont bienveillants, et c'est ça qu'on attend. Enfin, en tous les cas, que moi j'attends. Après, il y en a d'autres qui attendent que le numéro de chiffres et qui vont vouloir que la gloire, les facettes, les boules à facettes, les couvertures de magazines et plein de choses pour eux, quoi. Moi, je m'en fous, c'est mon bouquin qui prime. Moi, je m'en fous si on me voit pas, j'en ai rien à cirer. Voilà. 12. Oh, on va y arriver, je vous dis que ça va durer 1h30, mais vous m'avez pas vu pendant 3 vidéos, donc du coup, vous êtes là, vous allez dire, non, bah, finalement, on préfère les vidéos audio, voilà. Parce qu'on te voit pas, on est tranquille. 12. Je plaisante, commencez pas à le prendre mal. 12. Les personnes de ta famille lisent-ils les romans? Non. Peu. 2. 2 et... Alors, il y en a une fidèlement. Bon, là, dernièrement, je crois que le dernier, elle l'a pas lu, ou les 2 derniers, elle l'a pas lu pour des raisons personnelles évidentes. Mais ma cousinette, une de mes cousinettes lit tout. Et ils les achètent. Ils m'ont jamais demandé un livre. Ils ne veulent pas que je leur envoie le livre. Ils m'ont toujours dit non, l'achetez, comme ça, tu as des droits d'auteur. J'ai un de mes cousins aussi, à Lyon, qui lit de temps en temps mes romans. Sinon, non. Ma mère lisait le premier G, mais ma mère, premier G, c'était oui. Alors oui, c'était ah, c'est pas mal. Et quand elle disait c'est bien, ça voulait dire c'est exceptionnel. Voilà. Mon père en a rien à carrer, personnellement, parce que ça ne lui plaît pas, parce que ce n'est pas écrit par lui, parce que les 2 derniers là que je lui ai fait lire, il m'a dit bon celui-là non, et puis celui-là ouais mais bon, voilà. Donc, en gros, si je traduis, c'est je suis fière de toi, mais honnêtement, ça m'intéresse pas de te lire. Voilà, ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à carrer. Meilleure amie me lit. Bon, ben ça, elle fait partie de ma famille, hein, pour moi, meilleure amie. Donc, oui, ma meilleure amie me lit, mais, euh, oh, on arrive à presque aux dernières questions. Mais voilà. Mais non. Enfin, à part mes 2 cousins, cousinettes et cousins, et meilleure amie. Voilà, ma famille, je crois qu'ils s'en foutent, quoi. Mais ils s'en foutent depuis des années, hein. Donc je me suis jamais formalisée depuis que je suis petite, hein. Que ce soit la photo, le dessin, les concours, l'écriture, machin. Carré, je pourrais gagner le prix Nobel. J'ai toujours dit, je pourrais gagner le prix Nobel de littérature. Que je pense que dans la salle, à part meilleure amie et ma cousinette, mes 2 cousinettes, parce que je pense que la deuxième cousinette viendrait. Mais imaginons, hein, alors je gagne le prix Nobel de littérature et tout. Dans la salle, j'ai droit à 2 invités ou 3 invités, etc. Je pense que c'est les 3 qui viendraient. Les autres, je crois que les autres n'auraient rien à carrer. Et ils diraient ah, elle a eu le prix Nobel, ouais. Et alors, ça rapporte quelque chose. C'est important pour la vie. Ça fait une avancée pour le monde. Non, bon, ben, on n'a rien à carrer. Voilà, donc ça c'est fait. Mais je m'en fous en fait. De petite, j'ai bien compris que ça m'a c'était pas important. Voilà, donc il y avait que mes grands-parents qui étaient mes fans. Voilà, mais ça me gênait pas, mais ils n'étaient pas des fans en mode pom pom girl, hein. Non, 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 ils me disaient clairement, ils lisaient. Bon, après, voilà, mais ils ont lu et ils me disaient clairement ils en avaient pensé, que ça soit bien ou pas bien, que ça soit leur cam ou pas leur cam, mais voilà, mais alors les autres, rien à foutre.
Ça. Ah, on a fini avec Bubu. Bien. Putain, c'est bien. Combien ça faisait 12, Bubu? Bien, tu t'es moins lâché que d'habitude, c'est bien. Ça, donc, ah bah, elle s'est lâchée 4. Oh putain, le 4. Alors d'habitude, c'est 1. Je sais pas ce qu'elle s'est fait. Donc ça, première question. Ton personnage... Oh, putain, mais arrêtez avec mes personnages. Ah non, c'est pas le mien. Ouf. Ton personnage de roman... Alors, le personnage de roman que tu pourrais épouser et le personnage dans un film que tu pourrais être. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ces questions? On va commencer par la plus simple. Le personnage d'un roman que je pourrais épouser, je l'ai dit 5 millions de fois, je le redis, Frédéric Wentworth, de Persuasion de Jane Austen. Commencez pas à m'emmerder, sinon j'épouse Valmont. Mais il voudra pas m'épouser, donc voilà. Mais sinon, Valmont, ça aurait pu aussi. J'aime bien. Non, Frédéric Wentworth, de Persuasion. Ouais. Et quel personnage de film je pourrais être? Putain. Et oui, non, je sais, c'est les deux que je cite à chaque fois. Je pourrais être sans aucun conteste, parce que chaque décision qu'il a prise dans le film, j'aurais pu la prendre, y compris la fin. Damien dans Le vent se lève de Ken Loach. Donc si vous avez vu Le vent se lève de Ken Loach, ça va durer 2 heures cette émission. Si vous avez vu Le vent qui se lève de Ken Loach, le rôle de Damien qui est joué par Cillian Murphy, et c'est pas parce que c'est Cillian Murphy, parce que ça fait 20 ans que je fais chier tout le monde avec Cillian Murphy, mais il y aura mis en marre de Cillian Murphy, elle est là jusque là. Déjà Jude Law, elle se le tape depuis 30 ans, je vous raconte pas. Là ça fait, elle est... voilà. On peut plus. Mais bon, après, elle le trouve très charmant, tout le monde le trouve très charmant, on est bien d'accord, mais certains le découvrent depuis quelques temps. Voilà, nous, ça fait 20 ans qu'on bave dessus. Allez voir Sunshine, vous comprendrez pourquoi on bave. Je pense que c'est... J'étais allée le voir avec un copain au cinéma, et après, alors, j'étais sortie de ce film. D'ailleurs, je sors toujours de ce film quand je le vois, et je le vois au moins une fois par an, donc je suis vraiment maso. Je suis sortie en larmes, les tripes à l'air, le cœur déchiré, enfin tout ce que vous voulez imaginer. Je pleurais comme une madeleine à la sortie. On est allé prendre un thé dans le salon de thé à côté pour remettre la bête. Surtout pour que j'évite que le mascara m'arrive ici. Et en fait, on est arrivé... et bon, on parlait du film, parce qu'on avait vu 2 films à la suite, et dont le dernier qui était le Ken Loach, et donc voilà, on parle du film, de ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, donc il m'a pas besoin de me demander si j'avais aimé le film, vu que j'avais encore, voilà, du nord jusque là, et donc en plus, je me dis, ah mais moi ce personnage et tout, puis je le vois qui sourit, donc je lui dis, bah oui, bah non, oui, c'est pas parce que c'est Cillian Murphy, parce qu'il savait qui était Cillian Murphy, lui, et, et j'ai dit, non, c'est pas parce que c'est Cillian Murphy, c'est juste le film, quoi. Et il m'a regardé, il me dit oui, non mais... il me dit non mais... En fait, tu es Damien. Et je lui dis mais de quoi? Mais n'importe quoi. D'abord, premièrement, je suis un garçon, je suis pas un garçon. Deux, je suis pas pendant le soulèvement irlandais pour la République d'Irlande, enfin pour la création de la future République d'Irlande, je rappelle. Voilà, enfin je suis pas aussi vieille que ça. Et puis il me dit mais non, pas du tout. Mais en fait, les décisions qu'il prend dans le film, tu pourrais très bien les prendre. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi. Puis peut-être 2, 3 mois après, ou 4 mois après, quand le DVD est sorti, ou le film est allé à la télévision, enfin bref, je l'ai revu. Parce que j'ai tellement aimé ce film, d'ailleurs je suis allée le revoir au cinéma, mais c'était pas pour le même... Ça m'a pas fait cet effet-là. Et c'est 2, 3 mois après, quand j'ai eu ou le DVD, ou je l'ai vu sur Canal quand il est sorti, etc., à la télé, ça m'a heurté de plein fouet. Voilà, donc allez voir Le vent se lève de Ken Loach et visez ce que fait le personnage de Damien, vous comprendrez. 2. Ah, merde. Ton dernier souvenir de honte et de solitude. De honte et de solitude. De honte? Même pas honte. Quand je sautille bêtement devant les décorations de Noël, que je fais comme ça et que les gens me regardent en mode elle est folle. Hein. Ouais, si alors j'ai pas de mot de monde, c'est pas de la honte. Mais je dois avouer qu'il y a des personnes qui doivent se dire si je suis bien cuite à la fin. Parce qu'au bureau, enfin, en mon travail, je travaille dans un hôpital, je rappelle, et donc on a un service pour enfants. Je travaille à côté des services des enfants, dont un qui est l'onco-hémato-pédiatrie, pas drôle donc. Mais l'hôpital d'enfants, quels que soient les étages,
ont droit à des visites de clowns, donc c'est le rire médecin, des personnages, vous savez, ils viennent avec la Reine des Neiges, enfin les gens qui sont déguisés en Reine des Neiges, machin, pour animer. Alors ça peut être à Noël, mais ça peut être dans l'année. Et la dernière fois, il y a Tic et Tac qui est passé. Tic et Tac sont passés et Lisa est sortie comme une maboule du tout. Oh, Tic et Tac. J'ai fait une photo avec Tic et Tac. Oh, mais j'avais ça pour Winnie l'ourson. Tigrou m'a fait un câlin. La dernière fois, il y avait les Stormtroopers. J'étais en mode. Oh. Du coup, j'ai salué les Stormtroopers comme si j'étais Dark Vador. Super. Non, mais c'est super. Voilà, donc je me suis peut-être tapé des hontes, mais je m'en fous, en fait. Ah, la dernière fois, si, quand même, je dois avouer que quand j'ai fait un gros câlin à plutôt. Je dois avouer que là, j'ai senti le regard un peu éberlué des gens. En mode, oh, putain, elle est quand même vieille pour ça. Non, mais moi, j'ai son. Ah, alors, enfin, tic et tac, j'étais en groupie, hein, j'étais en midinette absolue. Voilà, donc, même pas honte. Solitude, je sais pas. Non, je suis très bien avec moi-même. Je m'entends fort bien avec moi-même. Je pourrais être seule. D'ailleurs, ma meilleure amie me dit, je ne sais pas comment tu fais. Je peux être seule pendant une semaine sans voir personne. Sans parler pratiquement de la journée à quelqu'un et tout, sans me sentir esselée, malheureuse et tout. Je suis très bien avec moi-même, je suis très sociable, mais je suis très solitaire aussi. Donc non, j'ai pas de moment de solitude. Le seul moment de solitude, c'est quand il y a un personnage qui me gonfle, qui veut pas faire ce que je fais, enfin ce que je veux qu'il fasse, et qui me dit je veux aller là, et je lui dis non, non, moi j'ai prévu là, et en fait, devinez qui gagne à la fin, voilà, pas moi. 3. La chanson qui te fait le plus danser comme une folle. Dancing with Myself de Billy Idol. Ah bah si vous l'enclenchez, je suis en mode I like to move it. Ah celle-là aussi. I like to move it, move it. Alors par contre celle-là peut-être, c'est peut-être la honte, mais même pas la honte. Voilà, mais je m'en fous. Voilà, non mais oui, alors celle-là, Dancing with Myself de Billy Idol, c'est automatique. Ouais, je pense que c'est celle qui me fait me lever et sautiller comme une tarée. Voilà. 4. Quel don aimerais-tu avoir? Alors si un vampire passe par là, je veux être immortel. C'est mon don. Voilà, il y en a qui veulent être cuistot. Moi, je veux être immortel. Voilà, j'adorerais. Je trouve le concept des vampires génial. Bah oui, je sais, vous allez me dire, oui, mais tu perds les gens que tu aimes, ouais, mais tu en trouves d'autres. Après, la vie qui n'a rien à faire. Non, non, ne croyez pas ça. Je suis triste, hein, mais je veux dire... Non, immortel. Vous imaginez, vous restez 300-400 ans, avoir plein de... Enfin, tout ce qui se passe, et... Ah, moi, ça... Non, je veux être immortel. Mais il faut pas rêver, hein, on est bien d'accord. Mais si un vampire passe par là, je veux bien l'immortalité. Bernadette, coucou, mademoiselle. Enfin, madame. Beaucoup, attention, madame. 1. Quel personnage historique féminin ou masculin auriez-vous aimé être et pourquoi? Alors féminin ou masculin, voilà. Alors on va dire une femme, hein. Bah tout le monde va se douter que c'est Aliénor d'Aquitaine. 80 berges, 2 fois reine, une de France, une d'Angleterre, 2 rois, dont un plus jeune qu'elle, maman de roi, petite grand-mère de reine. Elle a installé pratiquement tous les rois et les reines dans toutes les monarchies d'Europe. Voilà, célébrée par les troubadours, très belle femme, célébrée dans les chansons, indépendante de tout, partie en croisade avec un roi pour se marier avec l'autre. Que demande le peuple? Duchesse d'Aquitaine, de la vraie Aquitaine, le gros truc qui n'était pas du royaume de France, donc richissime. Un château, Léonard d'Aquitaine, voilà. Bon, ça aurait été un garçon, j'aurais dit Alexandre le Grand. Mais bon, chacun sa cam. Hein. Ah bah vous voyez, moi je fais dans au panier, hein. J'ai pas d'ambition pour ça. Voilà, ouais, à ce niveau-là de A, on est bien d'accord que si on est Aliénor d'Aquitaine ou Alexandre le Grand, l'ambition, on est déjà là-haut, alors on a les autres. Ensuite, alors Bernadette une seule. Ah, on y arrive. Il ne reste plus que 2. Vous êtes tranquille. Ah, ça va peut-être durer pas 2 heures. Mais ça va peut-être 1 heure et demie. Je sais pas. Je sais pas combien on est. Mais on doit bien être 1 heure quand même. Véronique, une autre, pas celle qui était avec Bubu tout à l'heure, m'a dit ah bah ça va aller vite. Si tu étais une couleur, le vert anglais.
vert anglais, vert forêt, vert. Alors pas vert anis, moyen, mais les verts sont enfin plus soutenus du vert anglais. Vert anglais, vert forêt, vert anglais, un vert soutenu. J'aime bien le vert. Et donc dernière question, et là j'aurais dû la relire. Qui vient. Ah, vu qui c'est, ça va être torride. OL, donc Olivier et les Berlinois, donc France éditeur. Ah bah oui, il fallait bien qu'ils se mettent à 3 pour me poser autant de questions crétines. Quels sont. Quels sont tes 3 meilleurs souvenirs de festival de musique? Attendez, c'est pas à la fin. Où, quand et avec qui? Putain, ils sont terribles. Les 3 meilleurs festivals de musique, où, quand et avec qui? Alors, vu que j'ai fait beaucoup de festivals quand j'étais jeune et belle. Quoique le dernier festival que j'ai fait, c'était 2015. 2015, 2013. Non, 2016. 2016 ou 2017? Grande question. Un des deux, je sais plus. Je suis vieille, hein. Non, 2016, j'étais à Glastonbury. Donc ouais, c'est le dernier que j'ai fait. Alors, les 3 meilleurs. Bah, ouais, le premier, en fait. On va dire le premier parce que c'était vraiment un festival de musique. Les autres fois, j'étais allée en concert, machin, mais ça, c'était Reading, en 91. Ah oui, ça date, on était jeunes et beaux, hein, à l'époque, on avait... quand il y était, j'avais pas tout à fait 20 ans. 21 ans, j'allais avoir 21 ans. Où je les avais, je sais plus. Enfin, bref. On était allé pour Blur. Oui, oh bah ça étonne quelqu'un. Hein. On était allé pour Blur, donc j'étais avec... Alors ils nous disent IK avec qui? Alors j'étais donc pas avec OL, mais j'étais avec les Murphy, enfin la moitié des Murphy, et je crois que c'était Franz qui était avec nous. Et mon mec de l'époque, qui a failli me quitter 3 fois, parce qu'il n'en pouvait plus. Donc on va à Blur, machin, donc inutile de vous dire qu'il y en avait déjà un. Chaton faisait la gueule parce que ça faisait un an que je le bassinais avec Blur. Un an et demi, enfin à peu près un an que je le bassinais avec Blur, il n'en pouvait plus déjà. Donc on va à ce festival de musique, etc. pour Blur, hein, on rappelle, mais on a assisté à tous les jours. Je crois que c'était 3 jours d'ailleurs. Et donc à cette époque-là, oui, 91, hein, voilà, on avait plus de facilité à rentrer dans les backstage, surtout nous, parce que mon mec de l'époque connaissait quand même pas mal de monde, et donc il connaissait souvent les programmateurs de musique, les machins, les trucs, les DJ, les trucs, voilà, il passait sa vie dans les clubs à Londres, donc vous imaginez bien, et donc on est en backstage. Bon, backstage, normal et tout. Bon, moi j'ai pas couiné, hein, je couinais pas trop. Je rougissais comme une crevette, enfin une crevette rose. Voilà, mais voilà, on était dehors, alors il devait avoir la bière à la main, moi je devais avoir autre chose parce que je bois pas ça. Donc voilà, mais on était tranquille et tout. Et arrive dans la programmation du jour, on était assis, je me rappelle, on était assis sur des fûts de bière. Bon, non, mais pour vous dire, en backstage, on était bien. Donc, et en fait, tout le monde parlait, il y avait plein de monde, il y avait des gens qui étaient connus, enfin des gens connus, des musicos qui attendaient leur set ou qui revenaient d'un set d'un autre endroit, des gens comme moi, lambda, des fans, des gens qui étaient de la production, des attachés de presse, mais il y avait de tout derrière. Arrive, on appelle au micro un groupe. Et nous, on parlait, donc on n'a pas trop entendu. Et après, c'est quand quelqu'un nous a dit « Ah, mais c'est ce groupe-là qui vient sur scène. » Et donc, on voit passer les 2 premiers. On se dit « Ah ouais, c'est eux !» Parce que physiquement, je ne voyais pas qui c'était. Donc, je dis « Ah ouais, c'est eux et tout. » Et arrive derrière. Donc, pour vous dire la distance, en gros, 2 mètres. Et quand je vous dis 2 mètres, c'est 2 mètres pile. C'est pas 3,50 m. 2 mètres. On était en fait pratiquement au bord de l'endroit où tout le monde passait. Donc tout le monde passait presque au milieu du espèce de rassemblement. Et donc arrive un mec qui donc va monter sur scène. Et donc il cite, donc quelqu'un dit « Ah, c'est Nirvana ». Mais nous, à l'époque, Nirvana, alors vous allez gueuler en disant « Ah !» Mais nous, Nirvana, en gros, on était venus pour Blur, on n'avait rien à carrer. Enfin si, mais... Voilà, mais nous, ça ne nous sonnait pas plus aux oreilles que ça.
Donc, comme on avait vu les 2 premiers, on soulève donc forcément le nez pour le 3e, on est bien d'accord. Je n'ai jamais vu un garçon aussi beau de ma vie. D'ailleurs, Chaton l'a entendu, je crois, pendant au moins 2 heures, en disant « Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau !» Je n'ai jamais vu un mec aussi beau, et Dieu seul sait que j'aime River Phoenix, vous le savez, c'est quand même plus que ma cam, ce garçon. J'ai cité Cillian Murphy, Jude Law, machin, vous savez quel est mon type de garçon. Ne me lancez pas sur un... Non, alors ne me lancez pas sur Ben Whishaw ou Andrew Garfield. Non, arrêtez, tout de suite. Alors, c'est pas la peine. Vous savez que j'aime les crevettes anglaises, hein, vous êtes bien amis. Là, c'est un truc américain. Honnêtement, mais sérieusement, je pense n'avoir jamais vu un garçon aussi beau. Mais du sol au plafond. Je l'ai vu là, hein, donc sol au plafond. Mais qui ne le sait pas. C'est-à-dire que ce type marchait, limite le regard dans les chaussures. Bon, il regardait autour, mais je veux dire, je pense qu'il se rendait pas compte. Et après avoir entendu des témoignages, avoir vu un documentaire là où il parlait, etc., une fois, je crois qu'il l'a dit, qu'il se trouvait pas forcément beau, enfin, qu'il se voyait pas. Mais quand il est passé, qu'il montait sur scène, ça se voyait. C'est-à-dire que je crois qu'il ne voyait pas, qu'il était absolument sublime sur toutes les coutures, mais qu'il était aussi sexy qu'il était charismatique. C'est-à-dire que il est passé, tout le monde s'est arrêté, y compris les mecs. Il passait, tous les mecs étaient là. Voilà. Même l'abruti à qui j'ai dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'il a dit « Ouais, ça va, c'est bon, entre quand même comme ça, et lui. Hein. » Et donc, quelqu'un nous a dit « C'est Kurt Cobain. » Donc, j'ai dit « Ah putain, il est beau, lui. » Il a râlé, mais il a admis, peut-être 2-3 jours après, en me disant « Ouais, non, c'est vrai que, putain, c'est vraiment un beau mec. » Quoi. Voilà. Une gravure, mais même pas, c'est pas une gravure de mode, c'est, vous savez, ces statues grecques aux dimensions parfaites, avec la tête parfaite, tout est beau chez eux, tout est... Voilà. Mais depuis 91, je peux vous le dire, je n'ai jamais vu un autre artiste, même mec dans la rue, qui puisse, où je peux dire, ce type est aussi beau que Kurt Cobain. Voilà. Mais vraiment, j'ai jamais vu un garçon si beau. Point. Et sur la présence, c'est-à-dire que présence backstage, présence sur scène, d'ailleurs pas du tout la même façon. Si 91, il était très timide. Il a chanté tout le long du concert comme ça, pratiquement. Mais il a pris l'assurance un peu après, mais pas trop, mais il en avait quand même un peu plus. Mais vraiment, non, magnifique. Alors quand il est redescendu, je crois qu'il y a toutes les filles qui se sont évanouies. On était toutes rouges comme des écrevisses. Ah non, sérieux, on était... Waouh, non, j'ai rarement vu un mec aussi. Donc ça, Reading 1991. Donc Blur, Nirvana, inutile de vous dire qu'on avait passé un bon temps. Deuxième. Ça va être forcément un Glastonbury, hein, parce que... Alors, est-ce que c'est un Glastonbury avec Blur? Non, pas forcément. 93. Non, 2013, pardon. 2013. Ouais, 2013. 2013, Arctic Monkeys. Alors, j'étais allé le voir pour Arctic Monkeys, on est bien d'accord. C'était un truc symphonique, je crois. Enfin, je crois, c'est que c'était... Je sais pas si c'était annoncé. Je sais pas si c'était annoncé que c'était symphonique. Mais en tous les cas, il y avait des cordes sur scène. Et je crois que c'était pas annoncé. Enfin, bon, bref, c'était pour Arctic Monkeys, hein, vous savez, mon amour pour Alex Turner. Oui, oh bah, parce qu'on peut, voilà, quand on parle de crevettes anglaises, on est en plein dedans. Et en fait, je savais qu'il y avait Miles Kane, que j'aime beaucoup, vous savez, comme Bill Ryder-Jones. Ah, ça c'est fait aussi. Ah bah, vous savez, moi, les Anglais, il suffit que ce soit anglais, irlandais, bon, c'est bon. Hein, ah bah, voilà, on n'échange pas une équipe qui gagne. Hein. Et donc, je savais qu'il y avait Miles Kane sur une autre scène. Donc je me suis dit, alors avec qui? Alors voilà, la question c'est avec qui? Alors Glastonbury, quand? 2013. Avec qui? Tous les Murphy. Toute la famille Murphy. Enfin, tous les garçons. Ils sont 5. Je sais pas si. Alors peut-être que les deux... Il y en avait 2 qui étaient avec leur copine. Il y avait une fille avec moi, ça j'en suis sûre. Donc il y en avait un qui était avec sa copine, sa femme. Non, c'était sa copine. Non, parce que les 2 femmes n'étaient pas venues. Ou elles n'aiment pas la musique. Ou elles n'aiment pas... Bon, bref, on s'en fout. Donc, avec les Murphy, ça j'en suis sûre. De toute façon, à chaque fois, j'ai fait des trucs avec Arctic Monkeys ou Blur. Si c'est en Angleterre, ils y sont. On a fait Hyde Park à chaque fois. Avec eux, donc voilà. Sauf 2012, où je l'ai fait avec les Bluriens français.
parce qu'ils étaient quelque part dans Hyde Park, mais on n'avait pas... Je sais pas ce qui s'était passé, enfin je les ai vus après, mais je sais pas ce qui s'était passé. Ah, c'était les Jeux Olympiques, alors ils étaient repartis en Irlande. Voilà. Donc ils étaient en Irlande, ils avaient fui Capitole. Euh, donc 2013, donc Miles Kane, Arctic Monkeys. Et en fait, j'avais déjà entendu parler de ce groupe et j'ai traîné tout le monde pour aller voir Vampire Weekend. Et j'ai été adorablement surprise et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ouais, donc Arctic Monkeys, Miles Kane que j'adore, ce type est génial. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur scène, ce type est vraiment génial. Et Vampire Weekend, évidemment. Voilà. Et dernier, dernier Hyde Park 2009, Blur. Il faut bien que je dise Blur. Bon, ou Londres, Hyde Park, Caen 2009. 3 juillet exactement, puisqu'ils avaient mis en vente, le premier concert était le 3 juillet, tous les vrais fans de Blur se sont jetés sur le 3 juillet et ils ont rajouté une date qui était le 2. Je vous raconte pas les boules des vrais fans de Blur, mais bon, ça va, Damon a reconnu sur scène que le vrai concert, le vrai concert c'était nous. Oui, je fais très Satanas et Diabolo quand je fais ça. Oui, ceux qui ont la ref, bien sûr. Les fous du volant. Tapez sur Google fous du volant, vous allez voir, c'est génial. Oui, on était là pour le 3, donc moi je suis arrivée le... j'avais pas de place pour le 2, donc, mais je suis arrivée le jeudi, donc, pour profiter de mes potes. À l'époque, un des Murphy vivait à South Kensington, vers Queensgate, enfin, dans le quartier de Queensgate, vraiment à 200 mètres de l'entrée de Kensington Gardens. Et deux autres vivaient à Putney. Voilà, donc on a passé notre vie entre South Kensington et Putney. Nous, on a vécu là. Oui, nous, on vit toujours là. Enfin, en tous les cas, on vit toujours en meute. Hein. Ça, c'est évident. Et il y avait France Éditeur. Voilà, donc ils étaient venus, eux, de Berlin, moi, d'ici. On s'était rejoints, moi j'avais pris l'Eurostar et eux, ils avaient pris l'avion, mais on s'était rejoints à Saint-Pancras. Donc après, on avait pris le bus, on avait rejoint les garçons. Et oui, parce que nous, on prend les bus à Londres, hein, on ne les connaît pas. Et puis, on a fait Hyde Park. Voilà. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que, alors, outre le fait que Blur n'avait plus tourné depuis ensemble avec Graham Coxon depuis pratiquement 10 ans. Oui, 10 ans. Qu'on pensait absolument pas qu'ils se réuniraient un jour pour se retrouver sur scène tous les quatre, parce qu'ils avaient sorti un album à 3 mais plus à 4 parce que Graham était parti. Enfin, parti avait fait une pause. Donc on pensait qu'ils ne feraient jamais plus de concert. Vous n'imaginez même pas les larmes de joie quand on a entendu l'annonce. Et on a pleuré comme des maboules. À la fin du concert, sur The Universal, je crois que tout Hyde Park, 80 000 personnes, pleuraient sur la dernière chanson. Ah on fait ce qu'on peut, hein, voilà. On est des fans, mais on n'est pas des fans, voilà. Et en fait, je me rappellerai toujours parce que... ils sont cons, ces garçons. Ils me disent, on a une surprise pour toi. Je dis, oui, ça va, Blur et tout. C'était pas une surprise, j'avais payé ma place, mais... Et... Enfin, j'avais payé ma place. C'était ma bleurienne Audrey qui avait réussi à avoir des places parce qu'on était tous au taquet au mois de novembre. Et donc, on était plusieurs et tout. En plus, ils vendent toujours des places quand je suis au travail. Et moi, au travail, par feu, je peux pas prendre de place. Voilà. Donc, à l'époque, 2009, le smartphone, c'était pas ça cas. Puis en plus, Bibi, elle est nulle en smartphone pour acheter sur Internet. Donc, voilà. Donc, on avait eu des places et on était censé se retrouver, mais c'était grand à le parc, donc en fait on s'est jamais trouvé. On s'est tourné autour à un moment donné à une buvette, on l'a su après, mais on s'est pas vu. Bon. Et en fait, ils me disent non mais tu vas voir, on a une surprise, etc. Et on est allé ils me disent on va au théâtre. Je dis ah cool machin, donc on va au théâtre. J'arrive devant le théâtre, enfin vous voyez où sont tous les théâtres à Londres et tout, et j'arrive devant le théâtre et je vois Hamlet et Jude Law. J'ai fait voilà, donc ils m'ont dit maintenant tu vas respirer 2 minutes avant de rentrer dans la tête, tu vas pas nous foutre la honte s'il te plaît, merci. Donc en fait je suis allée avec deux des Murphy et avec France, et donc on était 4 dans un rang assez acceptable pour aller voir Hamlet avec Jude Law.
Alors Blur, Jude Law, Londres, mes potes, etc. Je peux vous dire que c'était I like to move it, ah. On n'a pas dormi, hein. On a fait la fête non-stop. Ça c'est fait. Voilà, donc les enfoirés. Donc c'était donc Readings 91, Glastonbury 2013 et donc Hyde Park 2009. J'en ai fait d'autres, hein, Hyde Park après. Mais bon, voilà. Donc, enfin, j'avais fait deux Blur, hein, vous imaginez bien, voilà, mais je pense que c'est lié, voilà, tout. Enfin, je pense que quand on se rappelle d'un concert, euh, vraiment, d'un truc, c'est, alors, outre le fait que vous aimez l'artiste, mais quelquefois on se rappelle d'un concert parce qu'il y a eu un truc particulier, voilà. Par exemple, je me rappelle de Blur au Bataclan, oui, je sais, Blur encore, oui, mais on fait ce qu'on peut, parce que j'étais au balcon, donc quand vous rentrez à droite, au balcon, donc à droite, et donc j'étais vraiment à l'extrémité, j'étais carrément au-dessus de la scène, plus au-dessus, j'étais moins de deux, j'étais sur les genoux d'Alex, hein, on doit bien. Tous les Bluriens pensaient que c'était en bas, moi j'étais la vieille au balcon. Euh, Ah, les vieux, vous savez, c'est plus ce que c'était. Et enfin, j'étais pas si vieille, mais bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas si j'avais pas un problème de cheville ou une saloperie qui. Voilà. Et donc j'étais assise, tranquille, etc. Donc le concert se passe. Et en fait, je me rappelle, alors outre le fait que je me rappelle que c'était un bon concert et que Damon était pas très bien parce qu'il a chanté une chanson, on voyait bien qu'il avait juste envie de pleurer parce que c'est une chanson qu'il avait écrite, je crois, Graham, etc. Donc en gros, tout le premier rang était en mode couinage, les balcons et autour c'était un. Voilà, non mais on est débiles, hein, il faut bien le dire. En fait, les lumières se rallument et donc je vais pour sortir pour rejoindre mes Bluriens. Et en fait, je me retourne. Vous allez dire tout le monde est là. Oui, je sais, oh, c'est pas drôle. Je me retourne et en fait, derrière moi, il y avait Etienne Dao. Moi, fan d'Etienne Dao. Je pense que j'ai fait la tête de Joconde fois débile. C'est-à-dire que j'ai dû sourire, il m'a dit bonjour, j'ai failli crever. Moins de deux, je tombe du balcon. C'était simple et net, et clair et précis. Et je me souviens, il était accompagné de deux personnes. Une, je savais qui c'était, l'autre, je ne savais pas. Elle, je savais que c'était Mélanie Thierry parce que elle travaillait beaucoup dans la mode et que je l'avais vue avec des photos de Peter Lienberg, etc. Donc du coup, je savais qui c'était. Et son mec, c'était Raphaël, mais je ne savais pas qui il était, parce qu'il n'était pas, c'était pas encore trop Caravane ou c'était pas loin. Enfin, en tous les cas, je ne savais pas physiquement à quoi il ressemblait. Voilà. Et Etienne Dao, j'ai fait crever, hein, je vous le dis. 2-3 fois, je l'ai regardé, il a dû dire, mais elle est bête. J'étais en mode, j'étais limite lui demander un autographe, mais j'ai pas osé. Donc je me suis dit, ah, genre, tu peux pas faire ça. Quand je les raconte après, ils m'ont dit, mais t'es débile. J'ai dit, bah oui, je suis débile. Voilà. Non, mais moi, je suis débile. J'embête pas les artistes quand. En fait, je n'embête pas les artistes quand ils sont dans le mode privé. Là, il était en un concert. Bon, il est allé voir un concert. Bon, il se trouve que c'est le même que le mien, mais il est allé voir un concert. Il était dans sa sphère privée. Il était peut-être avec des amis. Il était peut-être avec des gens avec voilà, qui n'ont pas envie qu'il y ait une fan qui dit, ah, monsieur, je vous aime. Ah oui, il est au courant. Tu regardais comme ça, comme si tu le regardais comme si c'était un gros malabar, donc ou un gros ourson en guimauve. Donc en gros, il a compris. Voilà, j'ai souri bêtement. J'ai dû faire. Voilà, non, mais je vous dis, il a dû se dire la peau. Elle n'est pas finie, hein. Voilà. Donc, ça, c'était la FAQ. Vous êtes contents, c'est la fin. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Non, à mon avis, vous avez dû dire, ouais, bah finalement, on préfère les audios, on est bien d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Prochaine vidéo. Bah, en fait, aujourd'hui, j'ai du temps. Donc, je vais la tourner parce que de toute façon, ça ne changera pas. C'est le programme culturel du mois d'avril. Parce que ça ne changera pas. Parce que je me les suis tapés entre fin mars et début avril. Donc automatiquement, ça ne changera pas. Donc j'aurai la même tranche. Je vais enquiller parce que juste après, il faut que je parte. Donc voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Merci pour votre soutien et merci pour les petits commentaires gentils sur les dernières vidéos. J'espère que cette FAQ vous a plu, que vous avez fini votre café. J'ai pas fini le mien, il doit être froid. Et que vous avez réussi à engloutir la moitié de la barre de chocolat en vous disant, Lisa, elle fait un peu trop long. Et comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous.